En fait, Olfeo et Illico Réseau. Donc l'idée en fait de cette petite, alors on va découper ça en une petite demi-heure en fait de présentation. François, tu te présenteras tout à l'heure. Tu vas Ouais, tout à démarrer fait. la présentation. Yes. S'en suivra en fait des petites questions-réponses par rapport aux différents thèmes qui vont être exposés. Donc il y a 3 thèmes en fait. Et ça, François, je te laisserai faire. Et puis on va pouvoir démarrer. Alors les personnes qui sont autour de cette salle de réunion finalement nous connaissent déjà, donc il n'y a pas besoin effectivement François qu'on se représente et qu'on représente les activités que l'on fait. Donc je te Pas de propose souci. de démarrer et puis d'engager. Eh bien, c'est parti, on y va alors. Bonjour à tous, que nous, on n'a pas la chance de se connaître. Donc, François Sariès, moi je suis channel manager chez l'éditeur Olfeo. Donc, je m'occupe de l'ensemble de notre réseau de partenaires, donc, dont Illico Réseau et Anthony, que je connais depuis quelques mois maintenant. Au niveau de l'organisation de cette présentation, comme le disait Anthony, on va faire ça en 3 temps. On va essayer de faire ça de façon assez dynamique et rythmée. On va faire à peu près 20-30 minutes de slides, simplement pour poser le contexte et vous exposer les différents produits qu'on propose. Derrière, on va faire 10 minutes, 5-10 minutes de démonstration. Et puis, j'ai un petit atelier à vous proposer à la fin que vous pourrez réaliser vous-même sur votre poste. Et ça sera intéressant de voir un petit peu les résultats que ça donne. Et puis, on gardera un petit peu de temps derrière s'il y a des questions. Donc, on va essayer de couvrir, on va essayer de faire entre 30 et 45 minutes sur l'ensemble pour aller assez vite. Ce que je vous propose, pour qu'on garde le timing, je vous propose qu'il n'y ait pas d'intervention sur la partie présentation, pas de questions, disons, en cours de route. Notez-les dans un petit coin sur un carnet ou sur votre Word à côté et on verra ça à la fin, si vous le voulez bien. Ok, donc on va pouvoir y aller. Donc Olfeo, je ne sais pas, donc peut-être qu'il y en a qui nous connaissent dans l'audience, peut-être que d'autres non. Donc on a un éditeur français et notre domaine de prédilection, c'est la sécurisation de l'accès à Internet avec une solution SWG Zero Trust / SSE dans les mois qui arrivent. Hop, je vous mets à l'écran un résumé un petit peu plus exhaustif. Donc on a 20 ans d'expérience sur le domaine de la cyber et du filtrage. On n'est pas des nouveaux venus. On est d'ailleurs numéro 1 du SWG en France avec 36% de part de marché, ce qui est vraiment non négligeable. Et on a à peu près 1000 clients, tous domaines confondus. On reste un éditeur à taille humaine, hein, quand même. On est 60 chez Olfeo avec à peu près la moitié de nos équipes qui est en R&D, donc qui travaillent sur le développement des produits. Société 100% française avec plusieurs labels de qualité, hein, témoins tout simplement de notre expérience dans le milieu et de la qualité de nos produits. On est membre fondateur du groupe Exatrust et on a voilà, quelques autres labels que vous pouvez voir en bas de la slide. On est notamment utilisé par le ministère des Armées, qui est une très belle référence. Sur la partie droite, vous pouvez voir les 3 gammes de produits qu'on propose. Le produit historique étant Olfeo On-Prem, donc là, le deuxième, celui en orange. Olfeo SaaS est sorti il y a à peu près 3 ans et demi maintenant, et reprend en fait toutes les fonctionnalités Olfeo en mode SaaS, donc avec une plus grande simplicité d'implémentation et de configuration. Et le troisième produit, Olfeo Awareness, peut-être que certains l'ont connu sous un autre nom, qui s'appelait Campus à l'origine dans sa V1, qui est tout simplement en fait une plateforme de e-learning et de sensibilisation aux enjeux de la cybersécurité. Donc à ça, ce sont vraiment 3 produits distincts. Olfeo Awareness, par exemple, n'est pas inclus dans Olfeo On-Prem ou dans Olfeo SaaS. C'est vraiment une plateforme séparée dédiée à la sensibilisation et aux enjeux cyber. On va très rapidement poser le contexte. Je pense que là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. On sait qu'on est dans un contexte cyber très tendu avec de plus en plus d'attaques qui passent par différents canaux. L'augmentation aussi des attaques réussies, c'est assez perturbant et assez effrayant. Plusieurs façons d'expliquer ce taux d'attaque en croissance. Forcément, les surfaces d'attaque pour les agresseurs, pour les cyberattaquants, sont beaucoup plus larges. Maintenant, il y a du télétravail, il y a du cloud,
il y a vraiment plein de choses qui font que ils ont plein de terrains de jeu propices justement à s'infiltrer dans les systèmes d'information des entreprises. Et côté justement entreprise, on a beaucoup de mal à maintenir la compétence, à avoir des outils qui nous permettent d'être protégés sur les différents pans de notre infrastructure. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'attaques qui réussissent. Il y a un vrai déséquilibre entre l'agressivité des attaquants et les capacités de défense des entreprises. Au niveau Olfeo, nous, comme vous l'avez vu dans la présentation des produits, nous, notre domaine de prédilection, ça va être la sécurisation du canal web. Alors, pourquoi il faut sécuriser le canal web? Tout simplement, ce chiffre est assez effrayant et pas forcément connu de beaucoup de monde. Il y a 13 millions de nouveaux domaines malicieux qui sont créés par mois, donc ce qui fait 400 000 par jour. Je vous fais la division. Donc 400 000 par jour, on se rend compte que ça fait beaucoup de volume. Ça prend des formes différentes, du phishing, du command and control, du malware, etc. Donc très important au niveau en tant qu'admin, en tant que RSSI, en tant que DSI, d'avoir un outil, voire plusieurs outils qui vont être capables de vous aider à contrôler le canal web, notamment pour vos collaborateurs. Deuxième point aussi sur lequel on va agir chez Olfeo, le facteur humain. On sait que c'est la première ligne de défense contre les cyberattaques et que c'est souvent aussi le maillon faible de la chaîne. Parce que 80% des incidents de sécurité pourraient être évités si on avait eu une meilleure formation de nos collaborateurs, s'ils avaient été sensibilisés à telle ou telle pratique. D'où l'importance justement, c'est ce qui est rappelé dans l'ISO 27001, c'est ce qui est mis en avant dans NIS 2. Il est très important en fait de former ses collaborateurs au sein d'une entreprise, de ne pas uniquement former les personnes du système d'information, mais vraiment l'ensemble de la population, l'ensemble des collaborateurs au risque cyber, tout simplement. Bref, en conclusion de cette slide, on y arrive, le web est vraiment une surface très dangereuse, trop dangereuse pour laisser aller n'importe qui aller n'importe où, et particulièrement avec un PC du boulot. C'est là qu'Olfeo, effectivement, rentre en piste et peut vous aider à avoir une meilleure maîtrise, un meilleur contrôle, une meilleure visibilité sur l'usage qui est fait de votre canal web et la sécurisation de ce même canal web. Qu'est-ce que c'est notre principe de fonctionnement? Nous, notre idée, c'est de dire que compte tenu de l'immense volumétrie de domaines malicieux qui est créé chaque jour, chaque mois, on l'a vu dans la slide juste avant, 400 000 par jour, 13 millions par mois, ça devient très compliqué, voire impossible, de faire de la reconnaissance de signatures, de la reconnaissance de menaces, de comportements, parce que les volumétries sont trop grandes. Effectivement, peut-être que sur les 400 000 par jour, il y en a 399 999 qu'on va reconnaître et qu'on va bloquer, mais peut-être que cette 1 qui est une nouvelle technologie, un nouveau cheval de Troie utilisé par les cyberattaquants, celui-là, on ne va pas être capable de le bloquer et donc ça va être le début des problèmes. Donc ça devient très compliqué de faire une reconnaissance de la menace. Du coup, comment on peut fonctionner? Si on ne peut pas fonctionner en mode blocklist, qui est une reconnaissance de la menace, essayons de fonctionner en mode whitelist. Et nous, donc chez Olfeo, qu'est-ce que c'est notre principe d'action en mode whitelist? C'est que fort de nos 20 ans d'expérience dans le domaine du filtrage et de la cybersécurité, on a une base de données qui est très riche, qui fait plus de 100 millions d'URL. Et cette base de données, en fait, elle va constituer un environnement de confiance. C'est-à-dire que toutes ces URL, tous ces domaines et tous ces URL qui sont à l'intérieur de cette base de données, ils sont catégorisés, thématisés, et donc derrière, on sait exactement à quoi correspond telle URL. Et donc, toutes ces URL-là, donc cette base de données d'URL, constituent un environnement de confiance dans lequel on sait que nos collaborateurs vont pouvoir naviguer. Et tout ce qui est en dehors de cette base de données, donc qui est de l'ordre de l'inconnu pour Olfeo, tout ça, justement, on va le bloquer. Ce qui fait que, justement, on va prendre un cas très concret, une attaque par phishing. Donc, vos collaborateurs reçoivent un lien de phishing via leur email. On va supposer que ça passe les anti-spam, etc. Même si votre collaborateur est amené à cliquer sur le lien de phishing, étant donné que c'est un lien qui aura été créé quelques heures,
peut-être quelques jours avant l'attaque, cette URL ne sera pas connue de la base de données Olfeo. Donc, même si l'utilisateur clique sur ce lien, il va être automatiquement bloqué et donc il ne va pas pouvoir amener le virus à l'intérieur du système d'information. Donc, pour fonctionner de cette façon-là, effectivement, je pense que c'est ce que vous vous êtes dit dans votre tête. Ouais, mais leur base de données, elle a intérêt à être très très riche parce que moi, si c'est pour que mes collaborateurs, ils m'appellent tous les 4 matins en me disant « Ah, j'arrive pas à accéder à tel site, à tel site, à tel site », bah, ça va vite devenir ingérable. Alors effectivement, cette base de données, elle est très riche. Je vous disais, elle fait 22, donc c'est 22 millions de domaines IP qui représentent, on va dire, un peu plus de 100 millions d'URL. En plus de ça, comme je vous le disais, elle est catégorisée. C'est-à-dire qu'on va avoir des thèmes, on va avoir des catégories et toutes les URL sont rangées proprement dans ces différents thèmes et catégories. Un chiffre qui est très intéressant, c'est celui qu'on va retrouver tout en haut à gauche de la slide. Donc, c'est le 99,5% de reconnaissance des requêtes web. Il faut savoir déjà que ce n'est pas un chiffre 100% marketing, sans vouloir être péjoratif envers le marketing, mais on sait qu'ils ont souvent tendance à embellir les choses. Non, c'est vrai, c'est un chiffre qui est vraiment réel, puisque c'est une moyenne des remontées qu'on a chez l'ensemble de nos clients. Donc, c'est-à-dire que fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire, ce 99,5% de reconnaissance des requêtes web? Ça veut dire qu'on est capable que chez un client, tous ses collaborateurs vont surfer et avoir leurs habitudes quelque part dans le surf qu'ils ont sur Internet. 99,5% de leur surf, en moyenne, il va être reconnu et donc, côté utilisateur, le produit va être totalement transparent. Le 0,5% manquant, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? En fait, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être d'une part, justement, ce que je disais tout à l'heure, les menaces qu'on va bloquer, c'est-à-dire un collaborateur un peu pas très réveillé, qui n'a pas bu son café le matin, qui reçoit un mail lui disant pour gagner le nouvel iPhone, concours interne de l'entreprise, cliquez sur ce lien. Il clique et bon, heureusement, il y a l'Olfeo derrière, il est bloqué, mais effectivement, c'était un lien de phishing. Donc ça, dans les 0,5%, il va y avoir justement les menaces qu'on va bloquer via justement le fait que tout ce qui n'est pas dans la base de données, on bloque. Il va y avoir également, et ça effectivement, ça existe, notre base de données, elle n'est pas infinie, elle ne couvre pas tout le web. Donc il va y avoir aussi des sites sur lesquels vos collaborateurs vont essayer de se connecter, qui sont des sites qu'on peut estimer sains, cependant qui ne sont pas connus de la base de données Olfeo. Je vous donne un exemple très simple. On peut dire j'ai un ami qui vient de créer une nouvelle ESN, qui est revendeur de solutions. J'aimerais voir son site internet. Il a créé son site internet ce week-end. Forcément, Olfeo n'est pas au courant qu'il y a ce nouveau site qui est sorti. Donc, il va être bloqué. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui est dangereux. Donc, c'est quelque chose que c'est une URL, par exemple, que vous allez être capable de nous remonter directement en disant, voilà, moi, j'aimerais faire classifier ce site-là. Je sais qu'il n'est pas dangereux et j'aimerais qu'il soit ajouté à la base. Tout simplement, vous nous faites une demande avec ce site-là. Ça passe dans notre équipe classification. Ils vont faire l'analyse. Et effectivement, si le site est bien sain, il va être ajouté à la base. Et dans les 2 heures suivantes, vous allez pouvoir y accéder normalement. Donc effectivement, il y a pas mal de petits mécanismes autour de cette base de données. Sur la partie droite du slide, je vais vous en expliquer quelques-uns. Donc cette classification qui est faite au niveau des contenus, donc classification et reclassification, puisque chaque site est analysé, reanalysé, c'est pas parce qu'il est classifié qu'il ne bouge plus. Donc cette partie classification chez nous, elle est faite en duo, on va dire, avec donc un outil d'analyse IA qu'on a développé avec la DGA, qui nous fait une grosse partie de la classification. Et il y a toujours également une équipe humaine qui justement confirme la classification proposée par l'IA et fait également de la classification un petit peu plus à la mano, ce qui nous permet justement d'avoir une certaine fiabilité dans la classification qui est faite. Deuxième point très important sur la partie catégorie. Donc, je vous disais, la base de données, elle est structurée en thèmes et en catégories. Les catégories, elles ne sont pas faites, on va dire, au doigt mouillé, comme on peut l'avoir notamment chez certains constructeurs hardware en UTM. En UTM, on voit souvent
dans les catégories, dans les bases qui sont proposées pour faire du filtrage et les catégories, très souvent, on voit des choses plutôt par naming. C'est-à-dire qu'on aurait fait un brainstorming ensemble pour définir qu'est-ce qu'on utilise comme modèle de catégorie. On aurait certainement fait quelque chose d'assez semblable à eux en se disant, bah tiens, tous les sites qui sont en lien avec la finance, on va les mettre dans une catégorie. Tous les sites qui sont en lien avec la santé, on va les mettre dans une catégorie. Là, on va faire une catégorie, on va mettre tous les virus qu'on connaît. Bref, en fait, ils font du naming de catégories avec quelque part un petit peu au doigt mouillé en disant bon, ça a l'air d'être un site qui parle d'argent, donc on va le mettre dans la catégorie finance. Côté Olfeo, c'est pas du tout le chemin qui a été suivi parce que effectivement, ça fait un petit peu doigt mouillé et c'est pas forcément très représentatif. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus représentatif et justement c'est ce qui a été choisi, c'est de dire qu'on va se baser sur les textes de loi françaises pour définir exactement les catégories et donc les URL qui vont y appartenir. On a fait ça avec le cabinet d'avocats Alain Bensoussan, qui s'appelle Lexing maintenant. Et l'idée, je vous donne un exemple très concret, c'est de dire, OK, donc là, on va se consacrer au thème qui est contenu pour adultes, par exemple. Donc, contenu pour adultes, au sens de la loi, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Je mets le petit texte de loi qui va avec. Le cabinet nous aide justement à bien définir contenu pour adultes, qu'est-ce que ça représente. Derrière, donc j'ai ma thématique contenu pour adultes. Dans les contenus pour adultes, je peux avoir plein de choses. Donc là, je vais justement faire rentrer en considération les différentes catégories. Je vais avoir des choses en lien avec la pornographie, je vais avoir des choses en lien avec les jeux d'argent, je vais avoir des choses en lien avec, je sais pas, on peut dire par exemple de la drogue, je dis ça un petit peu au hasard, hein, pour vous donner des exemples et que ce soit un petit peu illustré. Et donc derrière, justement, pour chacune des catégories, OK, je prends la pornographie, au sens de la loi française, qu'est-ce qui définit, par rapport aux articles de loi, des contenus pornographiques? Est-ce que c'est juste des gens nus ou est-ce que c'est plus que ça, justement, avec les textes de loi qui l'appuient? Justement, le fait d'avoir fait cette catégorisation en s'appuyant sur la loi française fait qu'il n'y a pas de faux positif et qu'en plus de ça, vous, d'un point de vue juridique, en tant que client, vous savez que vous êtes aligné avec la loi française. Donc, vous avez une protection d'une part contre les risques de sécurité, ça va être tout ce qui est virus, etc., mais également une protection contre les risques juridiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser un de nos collaborateurs aller sur des sites de pédopornographie parce que justement, toutes les URL auront été bien catégorisées au sens de la loi et que quand on bloque cette catégorie, vous savez que vous bloquez absolument tout. OK, donc j'espère que c'est clair. Hop, là, c'était le cas d'usage du phishing, je vous en ai parlé juste avant. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail dans les produits. Donc là, vous voyez à l'écran, en fait, la suite de fonctionnalités qui va être proposée au niveau de nos produits, donc Olfeo SaaS ou Olfeo On-Premise. Donc, on va retrouver la suite, ce qu'on appelle nous la suite SWG, donc SWG pour Secure Web Gateway, hein, je pense que vous le savez tous. Cette suite-là, qu'est-ce qu'elle intègre? La partie filtrage URL, la partie déchiffrement SSL, TLS et la partie antivirus de flux. Donc ça, disons, en fait, c'est un petit peu le package, le starter pack, on va dire, pour mettre en place une politique de sécurisation complète du canal web. On va avoir des fonctionnalités aussi supplémentaires, hein, la partie filtrage DNS notamment, qui peut nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité et de contrôle sur l'usage web de tablettes connectées, de caméras, de caisses enregistreuses, enfin bref, plein de cas de figure possibles. Donc, le filtrage de ces parties-là, on va le traiter en DNS. Et après, donc, pas mal d'autres fonctionnalités. Gestion des accès en zéro trust, protection contre les fuites de données et CASB. Ça, c'est des choses qui sont en cours de développement et qui vont très bientôt être présentes dans le produit. Des connecteurs sur étagère. Cette année, il y en a plusieurs qui ont été développés, notamment au niveau de la partie log, pour quelque part faciliter l'intégration d'Olfeo chez des clients qui pourraient avoir du Splunk, qui pourraient avoir du Sequoia, qui pourraient avoir de l'Elasticsearch. Avoir déjà
les logs sous le bon format pour pouvoir les envoyer vers ce type de plateforme. Au niveau du produit aussi, pas mal d'outils pour la supervision et la compréhension du surf de vos utilisateurs. Là, justement, pouvoir générer des logs. Et aussi, donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et très bien faites au niveau du produit sur la partie conformité. La possibilité de diffuser votre charte informatique. C'est-à-dire que depuis la plateforme Olfeo, vous pouvez simplement uploader votre charte informatique, la pousser à tous vos collaborateurs pour leur faire signer. Et tant qu'ils n'ont pas signé la charte informatique, ils ne peuvent pas naviguer sur Internet. Je pourrais vous le montrer après ça dans le cadre de la démonstration, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que vous poussez la charte informatique, à leur première connexion sur Internet, vos différents collaborateurs arrivent sur une page avec bonjour, message de la direction, vous trouverez ci-dessous la charte informatique. Et, cliquez ici pour l'accepter, vous pourrez continuer à naviguer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas contournable et c'est ça qui est plutôt intéressant. Et dernier point, les pages de sensibilisation. Donc, plutôt que mettre des erreurs 404 ou des pages blanches qui chargent à l'infini, où les collaborateurs ne comprendraient pas trop ce qui se passe, si une page doit être amenée à être bloquée par vos règles de filtrage, il y a toute une contextualisation avec bonjour monsieur XXX, vous cherchez à accéder à une page qui est bloquée par la charte informatique de votre entreprise. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accéder à cette page. Et du coup, l'utilisateur comprend qu'en fait, il est hors scope de l'entreprise et par lui-même va se dire « Ok, je ne vais pas chercher de solution de contournement, j'arrête là, je ferai ça plus tard chez moi, sur mon PC perso. » Donc, en récapitulatif, côté Olfeo, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer une sécurisation totale de votre système d'information, donc tout ce qui va être virus, ransomware, etc., etc. Une responsabilisation des collaborateurs, avec justement ces pages de blocage dont je vous parlais, le fait de signer obligatoirement la charte informatique et de devoir s'y conformer, et une protection également contre le risque juridique, notamment via tout le travail qui est fait au niveau des catégories, qui fait que lorsque vous bloquez la catégorie risque pénal et la catégorie risque juridique, vous êtes sûr que vos collaborateurs ne peuvent pas aller sur des sites qui pourraient compromettre l'entreprise d'un point de vue légal, tout simplement. Alors, sur la partie interface, de toute façon, voilà, on va revoir ça au niveau des démos juste après. Vous voyez, on est sur une interface qui est quand même assez épurée, assez user-friendly. On est assez loin en fait de ce que les constructeurs embarquent en termes de filtrage sur les firewalls. On a souvent des interfaces assez techniques où on ne sait pas trop par où commencer, où est-ce qu'il faut cliquer. J'ai fait une étude là pendant une semaine sur justement ce que proposaient les différents constructeurs de Storm à Palo, en passant par Forti, etc. Globalement, leur point faible, c'est cette interface qui est souvent très peu user-friendly. On n'a pas du tout envie de passer de temps dessus. Et la richesse de leur base de données. Donc, deux choses que nous, au niveau Olfeo, on entretient et on sait mettre en valeur. Donc ça, c'est l'interface d'Olfeo SaaS. On revoit le 99,5% de taux de reconnaissance dont je vous parlais précédemment. Là, on est à 99,53. Là, le produit, vous le voyez en anglais. Il faut savoir qu'il est en français, en langue native. C'est pas d'inquiétude à ce niveau-là. On a un éditeur français proposant un produit pour la France. Ça serait quand même très bizarre qu'il soit complètement en anglais. Non, il est bien en français. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'avantage du SaaS, ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ce qui est intéressant de savoir au niveau du produit SaaS, c'est où effectivement il est hébergé. Il faut savoir qu'il est hébergé dans les data centers Orange en France redondés. Donc il n'y a pas d'inquiétude sur tout ce qui peut être conformité RGPD. Les données sont bien en France, il n'y a pas de souci. Gros avantage du mode SaaS aussi. Je le vois avec le quatrième point qui est sur la droite. Donc, assurer la protection de vos utilisateurs en mobilité. Effectivement, ça, c'est souvent un challenge au niveau des DSI. C'est de dire, OK, que tant que les utilisateurs sont avec leur PC dans le réseau entreprise, bon, là, j'arrive à faire des choses et j'arrive normalement pas trop mal à les filtrer et pas les laisser faire n'importe quoi.
Le problème, en fait, c'est dès qu'ils sortent. Dès qu'ils sortent du réseau, dès qu'ils sont en télétravail, ou dès qu'ils vont, je sais pas, ils vont en rendez-vous client ou ce genre de choses-là, bah là, ils sont plus dans le réseau de l'entreprise. Donc, ça commence à être très difficile de mettre en place des politiques de filtrage et de contrôler l'usage qu'ils ont sur leur PC. Avec Olfeo SaaS notamment, étant donné qu'on va fonctionner sur un mode agent, c'est-à-dire qu'il y a un petit agent très léger qui est embarqué au niveau des différents laptops des collaborateurs, bah, en fait, peu importe où ils vont se connecter, on va quand même pouvoir continuer à suivre et à respecter le protocole de sécurité que vous avez mis en place et donc toutes les règles de filtrage qui vont avec. Ça, c'est une petite slide que j'ai ajoutée très rapidement ce matin. On a 2 gammes au niveau. Je vais passer très rapidement parce que c'est pas forcément le cœur de la présentation, hein. Donc Olfeo SaaS, en fait, on va dire, c'est un grand frère et un petit frère. C'est Olfeo SaaS Security, donc là, qui est le produit en mode proxy. Donc on va vraiment analyser le flux, le déchiffrer, faire tourner l'antivirus et donc avoir vraiment une protection complète au niveau des différents utilisateurs. Et il y a son petit frère là, qui est sorti en tout début de mois, qui est Olfeo SaaS Lite. On va dire qu'il y a un Olfeo SaaS Security avec vraiment l'essentiel des fonctionnalités, hein. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on ne va pas retrouver par rapport à Olfeo SaaS Security, et qui, lui, est basé uniquement sur la protection de la navigation via du filtrage DNS. C'est du DNS over HTTP, en fait. Donc, en fait, on va protéger les utilisateurs en mode DNS. Voilà, c'était simplement la petite aparté. On continue. L'avantage de ces 3 solutions-là, effectivement, cloud native, simple et les bases Olfeo. C'était là-dessus que je voulais venir en priorité, le petit schéma d'architecture. Alors, on ne va pas faire tout, on ne va pas expliquer toutes les flèches qu'il y a sur le schéma, sinon on va y passer très longtemps. On va faire ça de façon assez rapide. Donc, je vous disais, l'idée, c'est de venir mettre un agent sur tous les postes utilisateurs. Donc, hop, que l'utilisateur soit sur site ou en mobilité, dans tous les cas, il a l'agent sur son poste. Le poste, ça peut être du Windows ou du Mac, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, on comprend bien en fait que quelque part, peu importe où il est, on va pouvoir continuer à le filtrer et à protéger son canal web. En fait, ce petit agent, c'est clairement, on va dire, l'élément pivot, l'élément central de l'architecture, puisque c'est lui en fait qui va gérer toutes les requêtes HTTP, HTTPS, c'est lui qui va gérer tout ce qu'il y a autour des certificats, et c'est lui qui va remonter toutes les informations à Olfeo SaaS, hein, donc dans les data centers Orange, pour tout ce qui va être authentification, déchiffrement, filtrage, analyse, etc. Rebasculer vers Internet et dire je laisse passer ou je ne laisse pas passer, tout simplement. Deuxième élément très important à prendre en compte, c'est la partie Active Directory. Effectivement, ces agents-là, ils vont venir justement se synchroniser avec votre Active Directory. Donc, ça peut être soit en Azure AD, soit en AD on-prem avec Role ADFS. Il y a même des petites variantes. Bon, là, on est un petit peu plus technique, mais on va dire sur du Olfeo on-prem, on est aussi capable de supporter, par exemple, du Google Suite. Bon, ça, disons que ça va dépendre. Là, on rentre dans des considérations techniques qui ne sont peut-être pas forcément très intéressantes et on pourra en reparler plus tard avec l'équipe ICO, si ça peut vous intéresser, qu'on rentre un peu plus dans le détail. Mais bon, voilà, il faut savoir que donc, cet agent, d'une part, il va gérer le trafic, on va dire, sortant des PC pour les renvoyer vers Olfeo SaaS, mais il va aussi s'authentifier et se synchroniser avec votre Active Directory, justement de manière à pouvoir assurer que l'accès qui est en cours, c'est bien le vôtre. Et en plus de ça, le fait de pouvoir se synchroniser avec l'AD fait qu'on va être capable de récupérer les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les sous-groupes d'utilisateurs, etc. En fait, de récupérer votre architecture Active Directory. Et donc, derrière, vous voyez venir de pouvoir jouer assez finement avec les règles de filtrage pour pouvoir autoriser des choses à certaines personnes, pas à d'autres, etc., etc. Hop, Olfeo on-prem. Donc là, un petit peu la même idée. Vous voyez au niveau de l'interface, la structure est très semblable. Il faut savoir que donc ça, c'est l'interface de Olfeo on-prem en V7, donc celle qui est sortie très récemment, avec justement cette idée d'uniformiser toutes les interfaces qu'on peut avoir au niveau de notre produit.
Olfeo On-Prem, c'est notre produit historique, hein, c'est celui sur lequel on est leader en France. Les avantages du On-Prem, donc ça, je vous apprends rien en vous disant que vous gardez toutes vos données au sein de votre SI. Le produit Olfeo On-Prem étant le produit historique, fait qu'il y a beaucoup plus de possibilités de customisation à l'intérieur, au niveau de la visualisation des datas, au niveau des possibilités de synchronisation AD, j'en ai parlé juste avant. Donc, c'est notre outil historique et donc qui profite justement de tout le passé Olfeo pour avoir un peu plus de flexibilité, beaucoup plus de possibilités de customisation. Au niveau de l'architecture, donc là, on va avoir le Olfeo qui est directement installé chez vous. Pas forcément besoin d'agents, hein, du coup, sur les utilisateurs qui seront sur site dans le réseau de l'entreprise. En revanche, on propose quand même des agents pour les collaborateurs qui sont en mobilité, et ce qui va nous permettre de pouvoir continuer à les filtrer, même s'ils ne sont pas dans le réseau entreprise. Là, pareil, il y a des petites subtilités de mise en place d'architecture en mettant en place une DMZ. Bref, on pourra rentrer dans les détails un peu plus tard avec Anthony, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Troisième produit, et après, on passe sur la partie démo. En termes de timing, je suis pas mal. Donc, le troisième produit, c'est notre produit de sensibilisation pour les collaborateurs, pour vos collaborateurs. Globalement, c'est un produit qui est assez simple, hein. Donc, vous voyez au niveau de l'interface, très semblable à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Dans l'idée, donc le produit, en fait, il a à peu près 110 contenus sur des sujets liés à la cybersécurité. Les contenus, ça peut être un petit peu de tout, hein. Ça peut être de la vidéo, courte, moyenne, longue. Ça peut être de la scénette, ça peut être du quiz. Bref, il y a plein de contenus interactifs différents sur plein de domaines de la cybersécurité, malware, gestion des mots de passe, phishing, etc., etc. Récemment, il y a également les tests phishing qui ont été inclus, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de tester vos collaborateurs en leur envoyant de manière ciblée des mails type phishing pour voir en fait s'ils cliquent, et s'ils cliquent, justement, vous allez avoir la visualisation et les statistiques à l'intérieur du produit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt bien fait. Je vous disais, il y a une grosse richesse de modules pour vous aider un petit peu à les sélectionner. Il y a tout un système de filtres avec, si vous voulez, des contenus plutôt pour des gens débutants, pour des gens experts. Si vous voulez des contenus de type rapide, flash, où ça prend 1 à 2 minutes, ou si vous voulez plutôt des vidéos un petit peu plus longues. Voilà, disons que c'est vraiment un produit assez simple à prendre en main, très interactif, très intuitif. Et normalement, ça peut vous aider, si vous cherchez ce type de produit-là, à former vos collaborateurs en entreprise. Là, pareil, donc on montre un petit peu tout le système de génération de campagnes. Donc, voilà, vous pouvez lancer plein de campagnes en simultané, les programmer à l'avance, avec toute la timeline qui va avec, voir l'avancée, hein, en cliquant. Vous pouvez avoir le détail des participants qui ont commencé, ceux qui ont fini, ceux qui ont réussi, ceux qui ont raté, ceux qui sont à la bourre. Voilà, vraiment, il y a tout un tas d'outils de statistiques et de suivi sur les participants qui vous permettent tout simplement de savoir qui fait le job, qui ne le fait pas, et ceux qui ne le font pas, pouvoir les relancer directement. Voilà pour la partie slide. Alors, on va passer rapidement sur la partie démo. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran, notamment, donc là, je suis sur l'interface Olfeo SaaS. Anthony, peut-être, ou Dorothée, je sais pas. C'est bon. C'est bon? Nickel, super, merci. Ouais, c'est bon, ouais. Impeccable. Donc, hop, alors on va se déconnecter pour commencer, pour vous montrer la première interface. Donc, vous êtes fraîchement client Olfeo SaaS, vous avez été séduit par le produit, et on vient de vous envoyer votre livraison. Donc, première chose à faire, vous allez avoir activé votre compte, hein. Il y aura un ID, mot de passe qui vous seront fournis, et à partir de là, votre compte sera créé, et donc vous pourrez vous connecter avec vos petits logins. Donc, on arrive ici, première visualisation globale, hein, donc une vue d'ensemble, on va dire, sur ce que vous avez mis en place. Donc, au début, effectivement, tout ça, ça va être vierge, mais on ne vous laisse pas tout seul et on essaie de vous guider. Donc, avec notamment ce petit bouclier Olfeo, hein, l'audit de la configuration, avec les 5 bonnes pratiques
qu'on vous recommande pour mettre en place une politique de sécurité globale sur le canal web et qui vous protégera aussi bien contre les risques, on va dire, liés au virus que les risques pénaux. Donc là, vous voyez donc les 5 risques pénals, sites dangereux, technologie trust-centrique, donc ça c'est la spécificité Olfeo, le déchiffrement des flux et l'antivirus de flux. Moi, je vois qu'au niveau de ma config, tout va bien. Là, il y a quelques ressources pour vous aider, donc des livres blancs pour vous expliquer un petit peu les contextes au niveau souveraineté, juridique, sensibilisation, etc. Et des bases de connaissances. Donc ça va être toute la documentation pour mettre en place Olfeo. Et dans tous les cas, Illico pourra vous aider sur cette partie-là. Au niveau de la configuration, pareil, il y a une vision assez globale. Donc là, je vois qu'au niveau de mon produit, donc j'ai synchronisé 2 Active Directory. Donc c'est pas un hasard, hein. Il y en a un qui est en mode on-prem et il y en a un qui est en Azure AD. Là, j'ai un récap de mes politiques, mes antivirus, mon déchiffrement, les pages de sensibilisation, les chartes informatiques. On va y revenir par la suite. Hop. Donc ça, c'était ma vision globale. Moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, ça va être la partie SWG. Donc la partie SWG, la première chose que je vais vous montrer, c'est vous faire vraiment une illustration de toute cette théorie que je vous ai sortie en mode slide, vous montrer que véritablement, l'organisation de notre base de données, donc qui est accessible depuis cet onglet, un thème et catégorie, c'est quelque chose qui est réel et c'est vraiment appuyé sur des textes de loi. Si je prends par exemple la partie risque pénal, donc ça c'est mon thème risque pénal. Dans mon thème risque pénal, j'ai 19 catégories que je retrouve ici. Et comment elles sont définies, ces 19 catégories? Elles sont bien définies justement par des textes de loi. Donc, pour justement cette catégorie alcool, tabac condamné par la loi française, je fais référence à la loi E20 du 10 janvier 91, article nanana du code pénal, du code de la santé, bref. Donc voilà, je suis bien basé sur des textes de loi et ça de la même façon, hein, c'est exactement la même chose partout. Donc vraiment, toutes nos catégories sont définies sur la base de textes de loi. Si je vais dans les risques de sécurité, hop, virus spyware, là, bon là, c'est pas du texte de loi parce que ça, c'est une base qui a été ajoutée, mais un petit peu de la même façon, on va retrouver nos différentes catégories. Confidentialité, on va retrouver des choses autour des blogs, des chats, des pages personnalisées, éducation autour de l'enfance. Voilà, c'est vraiment des thèmes et des catégories qui ont été construites avec l'aide de notre cabinet d'avocats partenaires sur tout ce qui est risque pénal notamment. Donc ça, c'était le premier point pour vous montrer un petit peu l'organisation de la base. Ensuite, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse. De toute façon, on ne va pas avoir le temps parce que je pourrais y passer facilement 1 heure rien qu'à tout vous montrer. Et je peux vous montrer par exemple au niveau donc, de la partie administration. Vous pouvez créer autant d'administrateurs que vous voulez sur la plateforme et venir définir pour chacun les droits qu'il va avoir. On peut être soit en lecture seule, soit en admin restreint, soit en administrateur complet. Donc ça, quelque chose qui est très facile, aucune limite. Hop, dans la partie configuration, comment ça va se passer? Donc là, je viens de lancer mon Olfeo. Première chose qu'il va y avoir à faire, ça vous l'aviez compris, ça va être venir faire une synchronisation au niveau de mon Active Directory. Donc là, j'en ai un. Donc je peux synchroniser autant d'Active Directory que je veux sur la plateforme Olfeo. Ça c'est quelque chose qui est quand même assez notable. Là, je vois que j'en ai un en Azure AD. Là, j'en ai un en AD on-prem. On va aller se mettre sur le Azure AD. On va regarder un petit peu comment ça se passe, la configuration et qu'est-ce qui a été fait. Donc, première étape, je lui donne un petit nom. Hop, je choisis justement quel type d'Active Directory c'est. Derrière, je vois que j'ai quelques échanges au niveau d'un tenant URL et d'un jeton secret. Donc, tout ça, c'est très bien documenté, hein. Il n'y a aucun souci, c'est quelque chose qui se fait bien. Et donc, à partir de là, j'ai déjà fait ma synchronisation avec le tenant Azure. Derrière, en authentification, effectivement, la méthode, c'est du SAML. Hein, ça, il n'y a pas de surprise, j'imagine. Et donc, derrière, il y a tout un tas de métadonnées en fait, qui va être demandé à être échangé, en sachant que l'application Olfeo SaaS est disponible, hein, sur le catalogue Microsoft,
Ce qui fait en fait que ça va très, 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 très vite de mettre en place le produit et de faire cette configuration, étant donné que c'est simplement quelque part des copier-coller de métadonnées à venir faire avec l'application hébergée sur Microsoft. Et du coup, voilà, ça va très, très vite. Hop, et donc derrière, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, sans surprise, hein, je peux récupérer mes différents groupes d'utilisateurs, je peux récupérer mes utilisateurs en eux-mêmes. Et derrière, du coup, il va juste me rester à venir mettre en place mes petits agents de poste sur les différents PC de mes collaborateurs. Ça se fait très très bien. Ça peut se faire en GPO, ça peut se faire à la mano, voilà. Anthony connaît très bien les pratiques et ça, il pourra vous aider. C'est pas un élément problématique et ça se fait vraiment très très bien, aussi bien au niveau macOS qu'au niveau Windows. Hop, derrière gestion du trafic, donc là je vais pouvoir définir un peu plus en détail mes proxy packs notamment. Qu'est-ce que je vais mettre en sortie directe, qu'il y a quelques recommandations au niveau Olfeo, en sachant que les flux Office 365, on a plutôt tendance à pas les déchiffrer, ça apporte pas grand-chose. Je vais pouvoir mettre des choses aussi en place au niveau des plages horaires, c'est-à-dire que par exemple bloquer la catégorie divertissement de 8h à midi, la laisser passer de midi à 14h, la rebloquer de 14 à 18 et la laisser passer jusqu'à fin de journée. Voilà, ça, c'est des possibilités de customisation que je vais avoir au niveau du produit pour vraiment faire en sorte que mes collaborateurs ne fassent pas, soient en accord avec la charte entreprise, n'aient pas accès à ce type de site-là sur leurs heures de travail, mais puissent y avoir accès sur leur temps libre, tout simplement. Là, quelques configurations au niveau des paramètres généraux. Là, les log connectors, ça c'est ce dont je vous parlais un petit peu en amont. Donc, il y a pas mal de connecteurs qui sont prêts à l'emploi sur étagère pour notamment ce qui est Splunk, Elasticsearch et Sequoia. Donc ça, on le retrouve via un onglet ici. Hop. Donc là, il y a Splunk et Elastic pour le moment dans mon environnement de démo. Il y a Sequoia qui va arriver très prochainement. Donc là, je viens de configurer un petit peu mon outil. Donc là, il est bien inséré dans mon environnement. Je l'ai synchronisé au niveau de l'AD. J'ai installé les différents agents au niveau de mes postes utilisateurs. Maintenant, ce que je vais vouloir mettre en place, effectivement, c'est ma politique de filtrage. Donc ça, comment c'est fait? Donc, on va se dire, moi, je veux créer une nouvelle politique. Hop, j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, du test et du test. Donc, je lui donne son petit nom. Derrière, je viens sélectionner la population qui va m'intéresser. Donc, au niveau de la sélection de la population, je peux soit faire sur des groupes, directement sur un annuaire complet, voire sur les groupes que j'ai pu récupérer dans mon Active Directory, ou je peux le faire au niveau des utilisateurs. Si j'ai besoin de faire des politiques, on va dire de type spécifique, notamment pour la direction, pour les directeurs de service ou ce genre de choses-là, c'est possible de le faire. Là, moi, je vais la faire pour les groupes. On va faire ça pour la partie technicien, par exemple. Donc, je sélectionne ma catégorie. Et derrière, je viens créer mes règles. Donc là, sans surprise, je vais retrouver le contenu de ma base de données avec les différents thèmes et les différentes catégories qui sont à l'intérieur. Et donc là, je suis sur ma tranche de population technicien. Donc mes techniciens, j'aimerais bien qu'ils n'aient pas accès à tout ce qui est risque pénal, à tout ce qui est risque de sécurité, à tout ce qui est contenu pour adultes. Et le reste, bon, catégorie obsolète, j'ai pas l'impression, j'ai pas très confiance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Envoi de texto et de MMS, priorité temporaire. Bon, on va la bloquer aussi parce que ça, j'ai pas envie qu'ils fassent n'importe quoi. Donc, tac, là je valide. Donc là, je retrouve tous mes thèmes que j'ai bloqués. Donc, quand je sélectionne un thème, je bloque absolument toutes les catégories qui sont à l'intérieur. Donc là, j'ai sélectionné les 19, les 9, les 14, les 3. Et donc maintenant, je viens choisir qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je bloque? C'est exactement. L'utilisateur va chercher à accéder à un site qui est dans ces listes-là. Il va recevoir la page de blocage que vous lui avez préparée en disant vous ne pouvez pas accéder à ce site. Est-ce que je bloque avec outrepassement? Là, de la même façon, il va recevoir une page indiquant attention, ce site est a priori
contraire à la charte juridique. Cependant, si vous voulez quand même y accéder, vous pouvez cliquer ici. Donc là, en fait, vous lui donnez une possibilité d'accéder à la page à laquelle il veut. Cependant, il faut qu'il fasse une action supplémentaire, c'est-à-dire qu'il dit j'accepte le risque et je clique. Et dans ce cas-là, en fait, quelque part, la responsabilité, elle est transférée de l'équipe SI au collaborateur qui a voulu cliquer. Parce que tout ça, évidemment, c'est logué et c'est suivi. Donc derrière, s'il y a des problèmes, on va pouvoir remonter et dire c'est à cause de toi qu'il y a des problèmes. Donc, il y a un transfert de responsabilité. Je peux venir définir la plage horaire sur lesquelles je veux bloquer. Donc là, il faut le faire depuis l'autre. Là, on ne va pas voir grand-chose. Là, on l'a que en menu permanent. Mais on peut le faire depuis le menu configuration. On peut venir créer des plages horaires qui correspondent aux plages de travail et venir justement mettre en place des choses un peu plus personnalisées. Et donc, à partir de là, clac. Donc là, j'ai créé ma règle. Je suis content. Et donc là, j'avais déjà pas mal de règles qui avaient été créées. Donc, ma nouvelle règle qui vient d'arriver, qui s'appelle test, elle arrive en dernière position et en mode inactive pour pas perturber la prod. Et derrière, justement, si je me dis celle-ci, elle doit venir juste après la principale, je la fais glisser simplement en drag and drop, etc., etc. Je l'active, je l'applique. Et voilà. Et donc là, tout est réordonné. Je me suis dit, ah mince, j'ai fait une bêtise. Il fallait que je la change. Je la mets là. Ah non, en fait, elle est redondante avec une autre que j'avais déjà mise en place. Et je la supprime tout simplement. Et puis, veuillez désactiver la politique. Il faut que je la désactive et que je la supprime. Voilà, vous voyez, en fait, outil très simple à prendre en main, très simple à configurer. Et qui permet justement de mettre en place quelque chose d'assez fin, d'assez granulaire en termes de filtrage, sans être sur des interfaces très compliquées où on s'y perd. Rapidement, page de sensibilisation. Donc ça, c'est les pages de blocage. De la même façon, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Hop, donc ça se présente. Donc là, on en a customisé une petite avec une belle entreprise. Donc voilà, vos utilisateurs obtiendraient ce type de page-là avec bonjour, monsieur l'utilisateur. Je vous bloque. Et le modèle avec outrepassement, justement, il y a un petit, c'est exactement la même avec un petit texte supplémentaire qui dit si vous pensez quand même qu'accéder à ce site est normal, cliquez sur poursuivre, auquel cas c'est logué. Diffusion de la charte informatique très rapidement. Hop, donc là pareil, donc vous pouvez pousser votre charte informatique, visualisation de la page. Donc c'est-à-dire que vos utilisateurs, quand ils vont se connecter sur Internet pour la première fois après que vous ayez poussé la charte informatique ou une mise à jour de charte informatique, ça s'applique aussi, ils vont être obligés donc, de cliquer sur j'ai lu et je signe la charte avant de pouvoir commencer à naviguer. Vous avez un suivi du nombre de signataires, vous pouvez vous l'exporter pour avoir un peu plus de détails, avoir les noms, etc. Et derrière, pouvoir notamment relancer une vague de rappel sur ceux qui l'auraient pas signé. Tous les textes sont 100% customisables. Je peux vous montrer très rapidement. Donc là, c'est, vous voyez, c'est j'écris autant que je veux. Si je veux mettre des images, si je veux mettre des vidéos, si je veux mettre des choses comme ça, tout ça, je peux, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la partie SWG. Hop, ce que je peux vous montrer en dernier, donc c'est la partie statistique. Donc là, il y a un certain nombre de widgets qui sont à l'écran. Il faut savoir que là, il y a tous les widgets. Le produit Olfeo SaaS, il a été fait pour être plutôt droit au but. On n'a pas une énorme richesse de possibilités de visualisation. Ça, on va l'avoir plutôt sur la partie Olfeo on-prem. Mais on va avoir, disons, les widgets les plus importants. Donc, sélection de la période. Donc là, je suis sur 30 jours, par exemple. Donc, je peux voir mon nombre de hits par jour, mon nombre d'utilisateurs, mon nombre de hits par jour, le taux de reconnaissance que j'ai au niveau de mes différents utilisateurs, les hits bloqués au niveau du risque pénal, au niveau des risques de sécurité. Si je clique, je peux avoir un peu plus de détails. Donc là, c'est tous ceux qui ont été bloqués, par exemple. Je peux voir les différentes URL. Je peux aussi faire une résolution pour savoir qui sont les users qui s'amusent à aller sur des sites un petit peu douteux. Donc bref, j'ai quand même un certain niveau de détail sur qui fait quoi et ceux qui éventuellement pourraient me compromettre le système. Je peux également savoir qui c'est
Si c'est ponctuel, ça va. Si ça commence à se répéter, peut-être aller lui dire je sais ce que tu fais, fais attention. Les catégories consultées, pareil. Donc ça, il y a tout un tas. On voit que c'est LinkedIn, par exemple, qui a été le plus consulté sur les 30 derniers jours, les domaines inconnus. Voilà, il y a pas mal de statistiques qui sont disponibles. Hop, au niveau des outils, bon, il y a des petites choses, je ne vais pas tout vous montrer, sinon on va y passer trop de temps. Vous pouvez tester des URL, savoir à quelle catégorie ils appartiennent. Là, vous pouvez extraire des journaux de navigation sur une certaine durée, sur une certaine personne, etc. Et la dernière chose que je vais vous présenter, enfin, même pas vous présenter parce que pour le moment, il n'y a rien, parce que c'est en développement, c'est la partie CASB qui va être introduite à partir de cette fin d'année. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de visualiser toutes les applications SaaS qui sont installées sur les postes de vos utilisateurs avec un tag associé, donc tout simplement savoir si c'est légitime, non légitime, soumise au Cloud Act, RGPD, et pouvoir tout simplement agir directement sur ces applications. Un exemple que j'aime bien prendre, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que certains connaîtront l'application Steam, qui est tout simplement une application sur laquelle on peut lancer des jeux vidéo. Bah, effectivement, c'est une application qui n'est pas forcément dangereuse, mais est-ce que c'est tout à fait normal d'avoir ce type d'application sur son PC d'entreprise? Bah, si c'est contraire à la charte informatique et que vous voyez qu'un de vos utilisateurs a une application de ce type, bah, tout simplement, vous pouvez lui bloquer. Donc, disons, ça va être un niveau supplémentaire de connaissance des environnements web de vos clients. Vous connaissez les applications sur lesquelles ils vont. Vous savez combien de fois ils les utilisent, le volume de data qui est généré à partir de ces applications. Et derrière, vous avez la possibilité d'agir, de bloquer ou de laisser tout simplement. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a déjà des maquettes. De la même façon, si vous voulez un petit peu plus d'infos, on pourra vous les fournir avec Anthony.